la famille, que la paix soit sur vous. Un honneur, un bonheur de vous retrouver, un bonheur que je n'arrive pas à dissimuler. Je vais vous laisser vous connecter. Je vous laisse quelques minutes, quelques instants comme d'habitude, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de choses que l'on se doit dénoncer. Énormément de choses. D'exposer, de décomposer, d'analyser pour mieux préparer le terrain pour les prochaines activités qui vont être plus que jamais mouvementées. Alors je vous laisse vous connecter, connectez-vous, et on va commencer. Connectez-vous. Bonjour à tous les frères, je vois vos messages, les sœurs, les frères, je vois vos messages. Bonjour à vous tous, je vous aime tellement. Je vous aime tellement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens pour vous. Et je profite d'ailleurs de ce direct. C'était quelque chose auquel je rechignais il y a quelques années, parce que n'aime jamais faire comme tout le monde, mais la réalité est que, étant donné la portée politique et sociale, je parlais encore avec un sympathisant militaire ici à Cotonou qui me disait « Mais est-ce que tu te rends compte de la portée de ta page ?» Aujourd'hui, on est plus suivi que la plupart des présidents d'Afrique francophone, c'est une réalité. Et que donc on a une portée politique et sociale qu'il ne faut pas négliger, que lorsqu'on parle directement, c'est quelque chose qui a des implications évidentes sur un certain nombre de situations politiques et sociales. Et donc, c'est à partir de ces moments-là que j'ai commencé à réaliser l'importance d'être de plus en plus en contact avec vous. Vous m'excusez, il y a du bruit, hein, là où je suis, d'être le plus possible en contact avec vous et que l'on puisse partager, échanger les idées et surtout nourrir la réflexion. Parce que le but, c'est toujours de nourrir la réflexion, être dans un processus d'analyse prospective, pas simplement dans une logique de réaction, prévoir plutôt que uniquement voir, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Salutations à mon peuple en priorité, parce que je ne vais jamais le nier, jamais le cacher. Je me bats pour mes semblables, pour les Africains et les Afro-descendants dans leur globalité, mais ce faisant, je me bats pour l'humanité qui est prolétarisée et mise de côté, parce que la meilleure façon de prouver son humanisme, c'est d'être capable de le prouver avec nos semblables, avec notre peuple. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les nôtres, où qu'ils se trouvent. C'est important aussi de dire qu'on ne le réalise pas toujours, mais pendant des années, le système institutionnel a méprisé les voix des sociétés civiles. Soit c'était des outils de corruption, ces voix des sociétés civiles, des relais atalakouistes en tant que tels, soit c'était simplement des acteurs qui faisaient partie d'un théâtre, d'un spectacle, mais qui en réalité n'avaient pas d'incidence sur la participation à la vie de la cité. Aujourd'hui, ça a complètement changé. L'ère des réseaux sociaux a fait qu'on se retrouve dans une situation où le peuple peut choisir directement ce qu'il écoute, ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il comprend, ce qui le touche et ce qui le pousse quelque part à agir dans une dynamique plus que jamais d'évolution. Et donc, par rapport à cette situation, nous devons, chacun d'entre nous, vous en priorité et nous évidemment y compris, nous devons prendre nos responsabilités et réaliser que nous avons plus que jamais, nous tous, un devoir à effectuer. Marcus Garvey disait que le panafricanisme, c'est d'être capable d'unir la masse. C'est ça. Unir la masse, très important le propos que je dis. Eh bien, c'est dans cette démarche-là que nous sommes et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la dimension du panafricanisme, nous sommes aujourd'hui, je pense, de très loin, de par les faits sur le terrain ou même sur les réseaux sociaux, ceux qui ont cette capacité à toucher quand même une masse critique incroyable dans le monde noir francophone et pas seulement. Je vois que vous êtes connectés, on peut donc finir les introductions et rentrer dans le vif du sujet. On est ensemble plus que jamais. N'oubliez jamais une chose, ce qui doit nous animer, nous tous, quelles que soient nos ethnies, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre nationalité, quel que soit le lieu où nous sommes, dès lors que nous sommes des Africains ou des Afro-descendants, c'est l'amour entre nous. Parce que c'est l'amour entre nous qui permettra de mieux nous unir au reste de l'humanité. Alors, il y avait plusieurs sujets dont on devait parler aujourd'hui. Vous avez tous entendu parler du coup d'État, la tentative de coup d'État qui s'est déroulée en Guinée-Bissau, un pays qui déjà à proprement parler n'est pas normalement francophone, hein, c'est plus à tendance lusophone, important aussi de le dire, mais qui fait partie de la CEDEAO et qui fait partie
de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui, à prime abord, n'était pas censé être la première cible d'une tentative de déstabilisation. Et donc on va essayer, toujours dans cette démarche d'analyse des faits et surtout d'analyse du contexte politique, de comprendre ce qui a pu se passer. Et encore une fois, on va être dans une démarche d'hypothèse, parce qu'il ne s'agit pas d'affirmer lorsque l'on n'a pas l'exactitude, l'entièreté, l'intégralité des éléments, mais le but c'est d'essayer de se rapprocher de la vérité, comprendre, décomposer, analyser, pour être capable de se prémunir par rapport à ce qui va arriver. Et quand je dis ce qui va arriver, il est important de retracer le contexte. D'ailleurs, la CEDEAO se réunit aujourd'hui pour décider d'un certain nombre de sanctions, etc., contre les pays qui ont décidé d'agir vis-à-vis de ce que l'on appelle la France 24 des coups d'État, et que je pense qu'il faudra appeler autrement. Moi, je parle de restauration de l'État. Un coup d'État, donc notons bien ce propos, c'est quand l'État fonctionne normalement et des entités, qu'elles soient militaires ou autres, ou des mercenaires, viennent et parasitent ce processus comment dirais-je, de déroulement normal des activités de l'État. Ils interrompent ce processus démocratique pour aller dans une voie autoritaire qui va dans le sens du népotisme de manière générale, ou une petite oligarchie militaire ou autre qui roule soit pour des intérêts étrangers, soit pour ses propres intérêts, agit. Mais on ne peut pas parler de coup d'État, et je vais reprendre l'exemple du Mali, je vais reprendre aussi l'exemple de Guinée, d'accord, et je vais aussi reprendre l'exemple du Faso, parce que ce sont sur le terrain des constats, des choses que l'on se doit dénoncer si on veut être capable justement de mieux appréhender la situation, notamment en Guinée-Bissau, et ce qui va se passer dans la plupart des autres pays d'Afrique de l'Ouest, puisque l'on n'est même plus dans la notion de francophonie. Quand les médias France 24 ou quand la CEDEAO parle de coup d'État pour le Mali, pour la Guinée, pour le Faso, c'est d'une malhonnêteté. Moi aussi je vous aime de fou. Je vois vos messages là, je ne sais même pas ce que je ressens pour vous. Si vous saviez, je pense que vous seriez à terre. Je vous aime trop. Je vous aime trop, vous êtes mon sang. Et ceux qui connaissent et qui sont avec nous au quotidien le savent. Et je vois quelqu'un qui dit l'Afrique blanche, on est en train de faire une digression. En tout cas, l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique aussi, évidemment. Et dès lors qu'il y a du respect vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne et de l'amour, l'Afrique est une et indivisible à la base. Ce n'est pas nous qui exprimons à la base un désamour vis-à-vis des autres, jusqu'à preuve du contraire. Je ferme la parenthèse. En tout cas, tous ceux qui sont avec nous, on ira jusqu'au bout. Je reviens donc à nos propos, à notre réflexion, en disant que la Guinée, le Mali, le Faso, toutes les interventions militaires dans ces trois nations ne sont pas des interventions que l'on peut qualifier de coup d'État. C'est ce que l'on appelle, et c'est très important de le dire, une restauration de l'État. Pourquoi nous parlons de restauration de l'État ? On parle de restauration de l'État parce que ce soit Ibeka, que ce soit Alpha Condé ou que ce soit Roch Marc Kaboré, ils étaient arrivés à un niveau, de par leur malgouvernance, de parasitage vis-à-vis de la gestion de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, là où auparavant, quand il y avait des coups d'État, les populations certaines se rebellaient en disant que leur pouvoir a été volé, vous remarquerez que dans ces trois pays, la population s'est manifestée, mobilisée dans la rue, d'accord, pour exprimer son soutien vis-à-vis de, comment dirais-je, justement cette logique de restauration de l'État qui a été effectuée. Roch Marc Kaboré, j'avais été emprisonné par ce dernier parce que j'avais dit ça, se comportait ou agissait comme une passoire à la tête du Faso. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'aimait pas son peuple ou autre, mais son côté indécis, son côté mi-figue, mi-raisin, son côté mi-atchéké, mi-camembert, on ne savait plus à quel sein se vouer. Son côté, je dis ni oui ni non à la France, je suis un peu avec toi Macron, je suis un peu ne pas être avec, je ne suis pas trop avec toi, je suis avec toi, etc. De l'autre côté, avec le peuple, je suis panafricain, mais pas trop. Je suis panafricain, mais j'incarcère les militants qui se battent pour le panafricanisme, etc., pour donner des gages à la France. À un moment donné, ça ne suffisait pas. Son incapacité à gérer le terrain sécuritaire est venue à bout de la patience de la population, d'accord, qui s'est mobilisée, notamment lors de notre mobilisation internationale du 22, comme vous pouvez le voir dans le reportage, qui est posté sur notre page Facebook. Et ce sont les fluctuations, les additions de tous ces paramètres qui ont entraîné la situation que nous connaissons. Important aussi de dire que, parce que ça on a tendance à l'oublier, le Mali, jusqu'à preuve du contraire, le Mali était dans une situation où Ibeka avait complètement vendu son pays, il faut qu'on puisse le dire, paix à son âme. Donc on n'injurie pas les morts, mais on fait histoire, c'est important de le dire. Ibeka avait complètement vendu son pays aux intérêts français. Et donc, lorsque les militaires arrivent et décident
d'interrompre ce processus de perdition de l'État. Ce n'est pas un coup d'État, c'est peut-être un coup d'éclat, mais pas un coup d'État qui vise justement à amener la population et l'appareil étatique à retrouver sa pleine vitalité. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, ils sont soumis et confrontés à des sanctions. On ne peut pas le nier, mais personne ne pourra nous faire croire que c'est une logique qui est venue interrompre un processus démocratique. C'est Ibeka qui a interrompu le processus démocratique, et c'est très important de le dire. Ne vous laissez pas, on va venir sur peu d'ailleurs, avoir par les trolls de la France-Afrique. Il y a une usine à trolls en Côte d'Ivoire, hein, on le sait, c'est pas un secret. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle, certains les appellent les ados-moutons. On les reconnaît malheureusement, et j'ai mal, parce qu'ils salissent les patronymes des guerriers, comment dirais-je, qui portent leur nom, des noms comme Koné, etc. Il y a de grands panafricanistes qui sont dans cette démarche-là, qu'ils soient maliens, du Faso ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle les ados-moutons, on les reconnaît très facilement à leur agressivité aux propos qu'ils énoncent, et ils essayent de parasiter, de propager une image en essayant de délégitimer, cette fois-ci, justement, ces restaurations de l'État qu'ils surnomment des attentats à la démocratie. Non, la démocratie, elle est atteinte quand des présidents confisquent le pouvoir, quand la justice sociale est paralysée, quand la souveraineté est absente, quand l'État est complètement déstructuré. C'est là où il y a coup d'État, et c'est un coup d'État malheureusement quotidien, mais ça, la CEDEAO et l'oligarchie occidentale n'en parlent pas puisque ça les arrange. C'est important aussi de le dire. Pareil pour la Guinée. Quand Alpha Condé décide de faire son 3e mandat, on n'entend pas la CEDEAO, tout comme on n'entend pas, excusez-moi, la CEDEAO critiquer le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Important là aussi de le dire, d'accord? Pour eux, ça c'est démocratique. Mais quand des gens viennent intervenir pour essayer d'interrompre justement ce braquage de l'État, ce coup d'État entre guillemets démocratique, eh bien on considère que ceux qui ont voulu interrompre ces mauvaises actions sont considérés comme des putschistes ou autres. Je ne suis pas d'accord, et nous sommes aujourd'hui des millions à ne pas être d'accord avec cette situation. C'est important, c'est la restauration de l'État, et je demande à vous tous, vous êtes très nombreux. On est majoritaire aujourd'hui sur le terrain du champ d'action politique, en termes de masse critique. Nous sommes majoritaires sur tout le monde. Donc, vous êtes tous des agents qui devaient propager le message. Ce ne sont pas des coups d'État, ce sont des restaurations de l'État. On doit réfléchir avec notre cerveau en priorité. C'est ça le plus important. C'est ça honorer le Tout-Puissant, l'unique, d'accord? Et c'est ça faire honneur à ceux qui nous ont précédés. Notamment ceux qui sont derrière moi. Vous voyez mes parents, mon père, le docteur Khalid Mohamed, et ma mère, la plus belle femme et la plus puissante femme du monde, l'une des plus belles, Winnie Mandela. Et mon oncle derrière, vous voyez Patrice Emery Lumumba. Et vous ne le voyez pas, mais de l'autre côté ici, Thomas Isidore Sankara, mon 2e papa. Mon 3e papa, ce qui est mon papa de sang, évidemment. Mon papa de l'ADN, vous le savez aussi. Et donc, tous ces éléments, je reçois des messages en même temps, tous ces éléments pour vous faire comprendre que on ne peut pas analyser la situation en Guinée-Bissau si on ne comprend pas tout ce qui se passe dans la sous-région. Et si on ne comprend pas l'attitude de la CEDEAO vis-à-vis de ce que l'on appelle les opérations de restauration de l'État. Les sanctions effectuées par la CEDEAO contre les militaires qui ont opéré un processus de restauration de l'État sont des sanctions d'entité, et j'insiste beaucoup dessus, on m'envoie des messages en même temps, d'accord? Ce sont des sanctions de présidents qui ne veulent pas que ces restaurations de l'État arrivent, c'est très important de le dire, arrivent dans leur pays. Parce que tous ces dirigeants, la plupart, pas tous, mais beaucoup de ces dirigeants de la CEDEAO savent qu'ils ont trop de choses à se reprocher. Beaucoup de dirigeants de la CEDEAO savent qu'ils ont confisqué le pouvoir. Beaucoup de dirigeants de la CEDEAO savent qu'ils ont abattu, brisé la justice sociale. Nous vivons dans des pays où on a une hyperclasse qui gagne des sommes astronomiques qu'on ne gagne même pas en Occident, pendant que la majorité du pays vit avec moins de 100 € par mois. Il faut qu'on soit capable de le dire. Il faut qu'on soit capable de l'énoncer. Et donc quand ils voient aujourd'hui des processus de restauration de l'État soutenus par les populations, eh bien évidemment qu'ils sont en panique et qu'ils ont tout intérêt à diaboliser avec l'aide de la France, parce qu'on ne peut pas mettre ça de côté. Ils ont tout intérêt à diaboliser justement toutes ces opérations de restauration de l'État et non pas de coup d'État. Vous comprenez exactement ce dont nous sommes en train de parler. Et c'est en ce sens que il y a 2 hypothèses quand il y a un processus émancipateur qui est en train de s'opérer, sous différentes latitudes, que l'on soit clair. Le Mali est pour l'instant la synthèse parfaite
même s'il y a beaucoup de choses que l'on peut encore redire, mais la synthèse parfaite de la synergie entre la société civile, avec le mouvement, la plateforme Yerewolo, composée de différentes organisations, dont notre ONG Urgence panafricaniste, et dont le porte-parole est mon petit frère protégé, Adama Benziara, Ben le cerveau, et l'un des lieutenants, des éléments les plus puissants sont des frères comme Bassar Ossila, le président d'Urgence panafricaniste, la sœur Amina Fofana, députée à la CNT, et tous les autres que je ne peux pas citer. D'ailleurs, on passe une grande dédicace à tous les membres de Yerewolo qu'on aime en crever, et je veux que chacun d'entre vous puissiez leur donner de la force. C'est très important. Je ferme la parenthèse. Quand il y a la synthèse entre la société civile et panafricaniste et des militaires patriotes, on va dans une démarche justement où le processus de panafricanisation de l'État s'établit. Certains nous diront, mais pourquoi avoir attendu les opérations de restauration de l'État émanant des militaires? J'entends ce propos. Nous, on aimerait bien que ça puisse être par le terrain démocratique, mais il faut qu'on soit capable de dire aussi qu'il existe dans le cadre de nos élections, du système électoral de nos pays, un trucage systématique et un accaparement du processus démocratique par les grosses fortunes, par l'hyperclasse financière africaine. Vous comprenez? Par la supraclasse financière, par l'oligarchie prédatrice financière africaine qui agit en concubinage incestueux avec l'oligarchie occidentale. Et donc, quand vous voulez vous présenter dans le système électoral en Afrique, mais que tout est bloqué de manière générale, qu'il y a des sommes astronomiques, planchées, ou pire encore, qu'on est dans des pays où l'opposition n'a même pas le droit de se présenter, soit elle est en exil, soit elle est incarcérée. Vous pensez que on ne vit pas déjà dans une dictature et qu'il n'est pas mieux parfois de passer par des militaires qui peuvent avoir une vision souverainiste et puissent être beaucoup plus à l'écoute de la société civile? Ce sont des questions que l'on doit être capable de se poser. Et c'est pour ça que j'en veux à Nana Akufo-Addo et à la CEDEAO lorsqu'ils disent que, notamment Nana Akufo-Addo, qui a été un grand espoir pour des gens de la diaspora juste parce qu'il avait parlé un peu durement avec Macron. Je l'aime, hein, ce grand frère, c'est un papa pour nous. Mais n'oublions pas que c'était déjà le fils de l'un des pires ennemis de Kwame Nkrumah. Bon, on ne choisit pas toujours de qui on est le fils, donc ça c'est pas grave. Mais quand il dit qu'il faut tout faire pour enrayer la contagion des coups d'État dans la sous-région, on n'entend pas une introspection vis-à-vis d'une institution complètement corrompue qui devra disparaître pour laisser la place, d'accord, à la CEDEAO des peuples. C'est normalement cette situation-là sur laquelle on devrait s'interroger. J'insiste parce que si on ne le fait pas, on va complètement être paumé. D'accord? Et donc, une fois qu'on additionne tous ces éléments, ça nous permet d'arriver donc à la théorie qui est que quand il y a, je disais tout à l'heure, un processus émancipateur à tendance, à dynamique révolutionnaire, je le dis, Mali, c'est la synthèse parfaite. Guinée, je sais que le président fait tout ce qu'il peut, pour le connaître personnellement, échanger beaucoup avec lui. Je sais qu'il est dans cette démarche, qu'il essaye de le faire, même s'il est confronté à un pays, la Guinée, qui n'est pas le Mali, et où les intérêts des sociétés civiles sont divers et variés. C'est très différent de la situation du Mali, où on agit, on avance tel un seul homme dans cette situation. Ça, c'est un point important à rappeler. Pour ce qui est du Faso, il faut laisser du temps. Parce que la politique, il y en a qui disent oui, il est trop conciliant avec comment dirais-je, les partenaires internationaux, etc. On peut se poser véritablement cette question, mais n'oubliez pas que dès le début, bientôt plus de batterie, le Mali, les militaires au pouvoir ont essayé aussi de rassurer les partenaires internationaux. Le discours que le Mali a aujourd'hui n'est pas le discours qu'ils avaient hier. Donc il faut bien étudier politiquement la situation telle que se déroule, sinon on ne pourra pas avancer. Hein? C'est important que l'on puisse le dire. J'avance en vous disant donc que quand on voit tout cela, ceux qui veulent péricliter la lutte ont tout intérêt à créer ce que l'on appelle une contre-révolution. En se servant du même processus entre guillemets révolutionnaire, ce que nous on appelle restauration de l'État, mais pour déstabiliser des régimes qui peuvent ne pas être en réalité dans la ligne de l'oligarchie africaine et occidentale. Alors il y a deux options pour ce qui est de la Guinée-Bissau. La première hypothèse, c'est que c'est une manigance endogène. Beaucoup de frères de Guinée-Bissau et de sœurs, on a beaucoup d'éléments aussi là-bas, par la grâce du Tout-Puissant, d'accord? On salue aussi Nathalie Yamb, évidemment, on a cité les nôtres au Mali, on ne peut pas ne pas citer notre grande sœur, notre amie, notre guerrière, Nathalie Yamb, à qui on fait un gros bisou, et elle le sait, on l'aime très fort. L'unité est nécessaire entre nous, pour ceux qui sont véritablement sincères dans cette démarche de lutter et de combattre, sans essayer d'attaquer par derrière les autres. Soit certains nous ont dit que c'était une manigance endogène. On peut se questionner sur ce terrain-là. La manigance endogène voudrait que, pour renforcer son pouvoir et pour amoindrir l'opposition,
il y a une création d'un prétendu coup d'État, d'accord, visant à renforcer les mesures coercitives pour encore plus asseoir son pouvoir et réprimer l'opposition. Beaucoup de gens de Guinée-Bissau nous ont écrit ça. Je n'ai aucune certitude sur cette assertion. C'est une réflexion qui mérite d'être posée. La deuxième hypothèse, c'est que M. Embalo Sissoko est quelqu'un qui est l'un des rares présidents à avoir critiqué les troisièmes mandats à l'intérieur de la CEDEAO. Et donc, il a dérangé, il dérange, on sait qu'il est trop libre de parole, il dérange de temps à autre, je dis bien de temps à autre, hein, pas tout le temps, parce qu'il a soutenu les sanctions contre le Mali aussi quand même, disons-le. Mais il a rappelé que Ouattara a fait troisième mandat, qu'Alpha Condé avait fait troisième mandat, et que peut-être que ça aussi, ce sont des coups d'État qu'on devrait condamner. C'était important, je pense, de le préciser. Et il est très possible que, donc, dans cette deuxième hypothèse, la première, ça serait que ça serait un coup monté par M. Sissoko lui-même, c'est ce que beaucoup de gens de Guinée-Bissau pensent. La deuxième hypothèse, c'est que l'oligarchie africaine qui veut justement décrédibiliser la logique des coups d'État, d'accord, décrédibiliser cette logique-là, ferait tout ce qui en sont possible pour, attendez, parce qu'on me dit qu'il y a bientôt plus de batterie, ferait tout ce qui en sont possible pour essayer de déstabiliser un président qui est hostile à l'intérieur de la CEDEAO, à ceux qui sont les garants de la dictature démocratique des Ouattara, etc., et tout ce qui s'ensuit. Et dans le même temps, cela pourrait salir le processus de restauration de l'État, parce que j'ai vu, je ne veux pas être méchant, mais certains guignols qui sont venus époumoner, crier en disant « Ah, Gabi Seba, il fait l'apologie des coups d'État », quelqu'un qui réagissait à la situation en Guinée-Bissau, qui m'insultait, etc. Bon, je veux dire, je ne vais pas parler de gens avec lesquels je ne peux même pas m'asseoir à table. Je parle, comme disait John Henry Clark, je débat avec ceux qui sont nos égaux sur le terrain du principe idéologique, intellectuel et du débat d'idées. Je ne débat pas avec ceux qui sont juste là, soit parce qu'ils sont payés, soit c'est parce qu'ils veulent nous injurier. Moi, je n'injurie personne. Et si je le fais toujours en essayant de cadrer la situation. Donc, certains qui disaient « Oui, Gabi Seba, c'est à cause de toi qu'il y a le coup d'État en Guinée-Bissau ». Bon, des propos délirants, dignes de drogués, sur lesquels je ne vais même pas m'apesantir parce que ce n'est pas nécessaire de le faire. D'autant plus que je ne connais même pas ce cyberactiviste-là, ça n'a pas d'intérêt. Et on ne sait pas qui est derrière non plus. Mais le plus important dans ces deux hypothèses, soit une manigance endogène, soit dans la déstabilisation extérieure, c'est que je veux que vous reteniez une chose. Parce qu'ils savent que ce processus de restauration de l'État est un processus émancipateur qui est en train de balayer tous les mauvais gouvernants, d'accord ? Ils vont tout faire pour décrédibiliser notre travail, tout faire en nous appelant des déstabilisateurs de l'ordre démocratique. C'est eux les déstabilisateurs, ce n'est pas nous. Et leurs agents, ce que l'on appelle les agents de Ouattara, qui sont les trolls que vous voyez de temps en temps dans les commentaires, les trolls, mais j'ai une équipe de beaucoup de personnes qui s'occupent sur notre page Facebook de s'occuper des guignols qu'ils sont, d'accord, des agents provocateurs de la France qu'ils sont. Ces gens-là vont partout sur les réseaux, ils n'ont pas beaucoup de force, mais ils vont partout sur les réseaux essayer de retourner l'opinion publique en disant qu'on appelle à la déstabilisation de la sous-région. Non, on appelle au nettoyage de la sous-région. Ils sont là pour essayer de créer des clashs, des tensions, ils font des montages bidons, etc. Ils savent ce qu'ils font. Mais nous sommes plus d'1 million bientôt. Nous serons 1 million bientôt. Nous sommes très nombreux en masse critique, sans parler des autres qui n'ont même pas Internet, qui nous suivent régulièrement à la télé et qui sont touchés par le travail que nous effectuons. Les vrais savent que nous sommes dans la bonne direction. Ne vous laissez pas avoir par ceux qui vont essayer de salir notre révolution. Et nous ne sommes pas des aveugles qui disons les militaires sont des dieux. Non. Nous disons les militaires patriotes qui sont dans une lignée sankariste, nous les soutiendrons. Ceux qui seront dans une logique de restauration de l'État face au président, entre guillemets, technocrate ou démocrate, qui confisque le rôle de l'État vis-à-vis de ses citoyens, nous les soutiendrons. Mais ceux qui seront dans une démarche d'essayer de déstabiliser les régimes, qui se battent véritablement pour élever leur peuple, nous les combattrons évidemment. Il n'y a même pas de débat à avoir sur cette réalité. Donc soyez vigilants, la politique est une science complexe et nos ennemis sont toujours dans une dynamique de prévoir, pendant que trop souvent on se contente de voir. On doit changer sur ce terrain-là. Je vous aime en crever, la famille. Je vous aime en crever. Restons à l'écoute. Des actions très prochainement vont être évoquées à différents endroits. Tout ce qui se passe là, tout le monde le sait. On a planté des graines qui sont en train de prendre et il faut continuer à avancer. Je vous aime à en crever. Ils finiront par comprendre. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.